On a une information, on l'a eu juste avant de commencer l'émission, qui nous vient de la Maison-Blanche, de Washington, qui affirme que la Russie exécute ses propres soldats, ceux qui refusent d'obéir aux ordres. C'est John Kirby qui l'a affirmé donc depuis la Maison-Blanche tout à l'heure. Nous disposons d'informations selon lesquelles l'armée russe exécute des soldats qui refusent de suivre les ordres. Nous disposons également d'informations selon lesquelles des commandants russes menacent d'exécuter des unités entières si elles tentent de battre en retraite face aux tirs d'artillerie ukrainiens. C'est un grand classique soviétique, quand même. Ah oui, alors justement, c'est ce qu'on allait demander à Michel Goya. Est-ce que là, il parle des fameuses troupes barrières ? Oui, les troupes qui sont positionnées derrière le front et pour tirer sur tout soldat qui ne voudrait pas y aller. On appelait ça des détachements de barrages. C'était fourni par le NKVD, l'ancêtre du FSB. Et à l'époque, donc pendant la Grande Guerre patriotique, on disait qu'il fallait être très courageux pour être lâche. Dans l'armée soviétique. Il fallait être très courageux pour être lâche. Pour être lâche. Parce qu'on le payait très cher. Effectivement. À tel point que, par exemple, on ne reconnaissait pas la possibilité d'effondrement du moral, de troubles psychologiques, etc. Donc c'était totalement exclu. Dans la Grande Guerre patriotique, notamment à Stalingrad, l'objection de conscience n'était pas tellement reconnue comme possibilité qui s'offrait. Ça donnait, par exemple, des phénomènes où on s'aperçoit qu'il y a énormément de gelures. Il y a ce domaine psychosomatique, beaucoup de gelures dans les troupes de soldats, et notamment la main droite, celle qui utilise le fusil, donc qui rendait inapte les soldats. Bon. Donc oui, détachement de barrage, ça c'était courant, c'est bien connu. Donc détachement de barrage, c'est une unité qui est positionnée derrière le front. Et on laisse, qui est derrière, et on laisse le choix à ceux qui sont devant. Soit vous avez une chance de survivre en allant devant, soit vous êtes sûr de mourir si vous reculez. Donc faites votre choix. Mais ils sont prévenus. Ah oui, ils sont prévenus. Ils sont prévenus quand même. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Jean-Luc Hano, Stalingrad. Bien évidemment, je ne pense qu'à ça. Les commissaires politiques qui sont là, qui disent aux soldats, et les soldats qui ont peur, soldats russes qui font demi-tour, balle de revolver d'un commissaire politique russe. Ceux qui sont tombés. Voilà. Et donc, oui, c'est quelque chose qui a été remis au goût du jour, incontestablement. On le savait. On le savait que Wagner utilisait cette pratique. On avait vu aussi, je me souviens avoir vu des images quand même assez troublantes, où on voit des soldats russes qui reculent, qui arrivent dans une lisière de forêt et ils se font tirer dessus par d'autres soldats russes, incontestablement. Maintenant, oui, alors ça est quand même un profond stimulant, quoi qu'on dise. En revanche, ça ne fournit pas pour autant des troupes ardentes, des troupes compétentes, en tout cas. Ça introduit généralement plutôt une immense passivité. Donc on a des soldats qui vont tenir le front, mais qui ne vont pas faire beaucoup plus. Est-ce que c'est un crime de guerre ? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Flinguer ses propres soldats, oui, c'est absolument interdit, oui. Bien sûr. Donc la Maison-Blanche dit avoir des preuves de ce fait. On l'avait déjà. Exécutent des soldats. On l'avait déjà évoqué. Oui. On les troupes de barrage. Il y avait eu des témoignages. Il y avait eu des témoignages. Et puis c'est comme vous l'avez dit, mon colonel, et comme l'a dit Yves Tréhard, ça ressemble déjà à une vilaine, sale, vieille, petite habitude de l'armée russe, de l'armée soviétique. Enfin, c'est un truc... Je rappelle juste aussi qu'il est interdit de se constituer prisonnier. Il est interdit de se... On n'a pas le droit d'être... puni de prison. C'est-à-dire que, si vous êtes libéré, alors je ne sais pas ce qu'il en devient avec les échanges, mais normalement, si vous vous constituez prisonnier sans aucune raison, vous allez dans un camp ukrainien. Après la guerre, vous êtes libéré, vous retournez dans une prison russe dans la foulée. Comme pendant la guerre patriotique. De façon plus générale, ça prouve une fois de plus que la vie humaine en Russie ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est confirmé par toute l'histoire de la Russie. Et aussi, ça prouve le fait que finalement, les objecteurs de conscience, comme vous l'avez dit, ça n'existe pas. Cette notion n'existe pas en Russie. Par contre, ce qui existe, c'est la notion de traître civilisationnel. Et vous savez, et Poutine était extrêmement explicite quand il parlait que les traîtres, donc il faut les éliminer. Voilà ce que la Russie fait avec ceux qui sont considérés comme des traîtres, les traîtres à leur patrie. Finalement, c'est de la haute trahison, ce qui se passe actuellement, vu côté russe. Alors voilà. Et encore une fois, je voudrais me retourner du côté
ukrainien et dire que l'armée ukrainienne représente un autre exemple beaucoup plus humaniste, c'est-à-dire où la vie humaine représente beaucoup de choses par rapport à ce que ça représente en Russie. Et donc ça, c'est un véritable tournant aussi civilisationnel qui est en train de se... Pour l'Ukraine. On a trouvé des images assez incroyables de quelques unités de soldats russes qui se sont engagés contre Poutine, aux côtés des Ukrainiens. Écoutez-les. La Russie connaît actuellement une dictature, ce qui bien sûr ne me convient pas. Cela ne me concerne peut-être pas directement. Je ne suis pas en prison, je ne suis pas un agent étranger, mais j'ai le sentiment que l'État restreint la liberté de ses citoyens. Avec le début de l'opération à grande échelle le 24 février 2022, j'ai participé à des manifestations, mais elles étaient inutiles. Et j'ai décidé de me rendre en Ukraine, dès que possible, pour lutter contre la Russie, contre le régime de Poutine et contre l'impérialisme. Je veux aider le peuple ukrainien et la population à lutter contre le régime d'occupation. L'objectif est l'effondrement de la Russie qui a toujours été et reste un occupant menant des guerres de conquête. Il faut aider l'Ukraine à lutter contre le régime de Poutine. Ils ne sont pas très nombreux, on en retrouve, eux ils sont dans l'armée régulière ukrainienne, ces Russes-là, mais il y en a qui sont aussi dans des sortes de légions privées. Oui, mais il n'y a pas de légions privées, ils sont tous sous la direction, en fait, ils font tous partie de l'armée régulière, des forces armées ukrainiennes. Après, vous avez des différentes formations, notamment ce que nous avons vu, c'est un bataillon sibérien, vous en avez aussi d'autres nationalités, les Géorgiens, les Tchétchènes, Itchkers, etc. Mais nous connaissons très bien aussi les fameux bataillons La Liberté de la Russie, par exemple, qui ont fait les incursions dans la région de Bryansk, vous vous rappelez, ça a été aussi oui, quelque chose d'assez spectaculaire. Donc il y a beaucoup de Russes qui postulent, mais il faut savoir que c'est pas évident d'y rentrer parce qu'il y a beaucoup de barrages, on ne sait pas qui sont les gens qui se présentent pour soi-disant faire partie de ces dispositifs. Donc les Ukrainiens d'abord font la filtration, les Russes, ils passent carrément par, vous savez, les appareils, j'ai oublié... Détecteurs de mensonges aussi. Donc, c'est pas évident, mais il y a vraiment une liste d'attente. Il faut savoir que peu importe le Russe qui veut se présenter, il ne va pas être pris comme ça. Mais non, les Ukrainiens disent on n'est pas naïfs non plus. On vérifie d'abord et avant de les intégrer dans des bataillons. Bon,